guys are the true heroes. They stood and put their lives on the line for these lowlives, for Trump. They lied under oath. Right. Who lied under oath? What are you telling me? Those two traitors behind you. Excuse me? Those two traitors behind you. They lied under oath? That's right. What are you saying? They're traitors. They're traitors. You gotta, I don't even know how to. Tout a commencé comme une apparition publique de plus de Robert De Niro, l'acteur légendaire, connu pour ses rôles intenses et son attitude critique. Mais ce jour-là, il n'est pas monté sur scène pour divertir. Il n'était pas là en tant que personnage. Il était là en tant que citoyen, en tant qu'homme qui en a trop vu, trop ressenti et qui ne pouvait plus se taire. Et lorsque De Niro a décidé de prendre la parole, ces mots ont frappé en plein cœur un mythe qui s'était construit pendant des années à coups de propagande, de slogans et de façades rutilantes. Donald Trump, qui s'est toujours présenté comme un symbole de force et de succès, s'est retrouvé publiquement démasqué par quelqu'un qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. De Niro l'a qualifié de désastre national, de fraude, de personnage risible, et l'impact a été immédiat. Ce n'était pas une attaque ordinaire, c'était une déconstruction faite avec une précision chirurgicale, phrase après phrase, démantelant non seulement l'homme, mais toute la mise en scène. Les caméras ont tout enregistré, le silence du public, les visages surpris, la tension dans l'air, le mythe s'effondrait en direct devant des millions de personnes. Et Trump, habitué à contrôler le jeu, à manipuler les gros titres et à se présenter comme une victime ou un héros selon son bon vouloir, n'avait cette fois-ci aucune issue. La réponse est venue dans le ton que nous connaissons déjà. Rage, menace et hystérie. Mais quelque chose avait changé. L'humiliation publique subie par Trump aux mains d'une icône culturelle comme De Niro n'était pas seulement un épisode de plus. C'était le début de l'effondrement d'un récit qu'il s'efforçait de maintenir en vie à tout prix. Car au-delà de l'affrontement entre un acteur et un président, une histoire beaucoup plus grande était en train de se dérouler. L'histoire d'un empire de verre. Un empire que Trump a passé des décennies à vendre comme un exemple de réussite, bâti de ses propres mains. Des tours avec son nom en lettres dorées, des hôtels luxueux, des casinos monumentaux. Mais il suffisait de gratter la surface pour voir les fissures, des entreprises en faillite, des dettes impayables, des travailleurs trompés. Trump n'était pas un génie des affaires, c'était un illusionniste, passé maître dans l'art de transformer les échecs en spectacle, les dettes en marketing et l'abandon en renaissance. Il y a eu 6 faillites d'entreprises, des dizaines d'enquêtes, des milliards de pertes. Et pourtant, il apparaissait en couverture des magazines comme s'il était indestructible. Car son véritable talent n'a jamais été de diriger des entreprises, mais de créer une image, une personnalité qui semblait inébranlable, mais qui commençait maintenant à s'effondrer. Ce que De Niro a fait, ce n'était pas seulement attaquer, c'était déchirer le papier fantaisie et montrer l'homme derrière le rideau. Un homme qui, depuis des années, utilise la logique de l'effondrement comme stratégie, qui crée des crises, pour ensuite vendre des solutions, qui transforme sa propre défaite en performance. Et c'est exactement cette logique qu'il a appliquée à la politique. Lorsque Trump s'est lancé dans la course à la présidence, il n'a pas changé de tactique, il a simplement changé de scène. Il a continué à appliquer la même formule, exagération, conflit, désinformation. Les scandales sont devenus des munitions. Les enquêtes, des occasions de se mettre en avant, les défaites électorales, des prétextes pour crier à la fraude. Trump n'a pas présenté de programme gouvernemental. Il a présenté un scénario dans lequel il était l'outsider injustement traité, le seul capable de sauver l'Amérique des ennemis internes et externes qu'il inventait lui-même. Et tandis qu'une partie du public y voyait du courage, ses proches percevaient quelque chose de plus sombre, instabilité, trahisons en série, décisions erratiques. La loyauté est devenue une monnaie d'échange. Ceux qui ne répétaient pas ses paroles devenaient des ennemis. Ceux qui osaient diverger étaient écartés.
C'était le spectacle de la loyauté, où ministres, conseillers et même membres de la famille étaient promus et licenciés à la même vitesse. Mais ce que cela révélait, ce n'était pas la force, c'était la peur. La peur d'être confronté, la peur de perdre le contrôle, la peur d'être perçu comme fragile. Et pour maintenir l'illusion, Trump a commencé à mettre en scène sa propre grandeur à chaque apparition publique. Tout était question d'image. Photographes positionnés, drapeaux en arrière-plan, discours enflammés, mais le contenu était toujours le même. Slogans, promesses vagues et attaques. Chaque rassemblement ressemblait davantage à un spectacle qu'à un acte politique. Le public n'était plus composé de citoyens, c'était une audience. Et Trump, loin de diriger, jouait la comédie. Et plus la performance prenait de l'ampleur, plus le vide derrière elle devenait évident. Puis vint la politique étrangère, où l'improvisation devint stratégie. Des décisions sans analyse, des droits de douane comme armes, des alliés humiliés publiquement. Le cas du Brésil est emblématique. Trump a imposé des droits de douane très élevés sur les produits brésiliens dans une tentative de montrer sa force. Mais cela s'est retourné contre lui. Au lieu d'affaiblir ses adversaires, il a fini par renforcer Lula, le plus grand rival de Bolsonaro, son allié idéologique. Ce qui devait être une punition s'est transformé en une plateforme permettant au Brésil de montrer au monde entier sa résistance. La riposte américaine, considérée comme autoritaire, a renforcé le discours selon lequel Trump n'agissait pas par logique économique, mais par impulsion. La presse internationale n'a pas pardonné. Le Financial Times l'a qualifié d'empereur du Brésil, ironisant sur son délire de puissance. Le Washington Post a déclaré que le harcèlement diplomatique se retournait contre les États-Unis. Plus encore, ces attitudes ont ouvert la voie à un débat mondial sur l'autoritarisme, la démocratie et les limites du pouvoir présidentiel. L'ombre antidémocratique de Trump a commencé à s'étendre bien au-delà des frontières américaines. Les organisations internationales ont commencé à mettre en garde contre les risques que représentait sa rhétorique. Le déni de la science, le mépris des minorités, les attaques contre la presse, le dédain pour les institutions. Tout cela a commencé à être considéré comme faisant partie d'un modèle mondial d'érosion démocratique. Et le parallèle avec des dirigeants comme Bolsonaro est devenu impossible à ignorer. Tous deux ont encouragé les attaques contre les systèmes électoraux. Tous deux ont assisté à des tentatives d'invasion des centres du pouvoir de leur pays. Alors que Brasilia brûlait sous la fureur des extrémistes, le Capitole connaissait également le chaos. La démocratie américaine, autrefois référence mondiale, commençait à perdre son aura de stabilité. Et c'est dans ce contexte que la comparaison avec le Brésil s'est intensifiée. Car tandis que Trump insistait sur des récits de persécution, le Brésil affrontait ses fantômes de front. Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'État, a dû répondre de ses actes devant la justice. Et la réponse de la justice brésilienne a été ferme. Pour le monde, ce procès a symbolisé quelque chose de rare. Un pays en développement donnant l'exemple de l'institutionnalité à une superpuissance en crise. The Economist a souligné ce contraste et a qualifié le Brésil de leçon de démocratie pour les États-Unis. Une phrase qui, jusqu'à récemment, semblait impossible. Ce déplacement moral sur l'échiquier international ne s'est pas limité à la politique. Il a également touché les forces armées américaines. La tension a atteint un point tel que le secrétaire à la guerre lui-même a fait des blagues publiques sur l'apparence des généraux. Cela a bien sûr alimenté les critiques. Le gouverneur de Californie a ironisé sur la situation en publiant une photo de Trump en train de manger un sandwich, suggérant que le commandant en chef avait complètement perdu son autorité. Ces provocations se sont répandues sur les réseaux sociaux, exposant l'affaiblissement de Trump même parmi les secteurs les plus conservateurs. Des mesures telles que le changement de nom du département de la Défense en ministère de la Guerre et l'interdiction des barbes dans les bases semblaient plus être des gestes théâtraux que des actions stratégiques.
C'était comme si chaque étape de la présidence s'était transformée en un acte d'autoconservation médiatique. Et plus il exigeait une loyauté absolue, plus il semblait trahi. Le gouvernement Trump a commencé à être défini non pas par ses politiques publiques, mais par un cycle sans fin d'alliances rompues, de scandales recyclés et de récits réinventés. L'administration est devenue une exposition itinérante de promesses non tenues et de loyauté jetable. Et pourtant, il continuait, parce que pour lui, préserver son image était plus important que gouverner. Plus important que les résultats, c'était la mise en scène du pouvoir. Si ce contenu vous parle, si vous aussi, vous avez l'impression que la politique est devenue un grand théâtre où nous payons le prix pendant qu'ils font leur show, laissez votre like et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, nous montrons ce qu'ils veulent cacher. Ici, la vérité compte encore et votre présence fait toute la différence. À ce stade, ce qui semblait n'être qu'une gestion controversée commençait à révéler les contours d'un phénomène plus vaste et plus dangereux. L'administration Trump n'était plus seulement une succession de décisions controversées. Elle était devenue un laboratoire d'autoritarisme moderne où le spectacle remplaçait la responsabilité et où l'image devenait plus importante que le contenu. Chaque geste, chaque apparition, chaque discours était méticuleusement construit pour maintenir l'illusion d'un contrôle absolu. Mais derrière les coulisses, on voyait un gouvernement rongé par des insécurités internes, des crises mal gérées et un leadership de plus en plus isolé. La logique de l'improvisation, qui avait si souvent été utilisée comme un outil pour échapper aux responsabilités dans le monde des affaires, plongeait désormais le pays dans une spirale d'instabilité et d'usure. Et comme dans tout empire construit sur l'image et la vanité, les miroirs ont commencé à se fissurer. Les promesses de grandeur sont devenues des caricatures. Les slogans sont devenus des mèmes. L'autorité a été remplacée par le sarcasme et la figure qui était autrefois considérée comme un symbole de force et de rupture est désormais considérée comme une farce mise en scène devant les caméras. Le miroir créé pour refléter le pouvoir révélait désormais la fragilité. C'est précisément ce miroir que Robert De Niro a brisé avec ses mots. Et les éclats ont touché non seulement Trump, mais aussi toute la structure de protection qu'il avait construite autour de lui. Lorsqu'un symbole d'Hollywood, quelqu'un qui représente la culture, l'art et la critique, prend une position publique aussi incisive, quelque chose change dans la perception collective. Il ne s'agissait pas d'un opposant politique ordinaire, c'était un artiste qui mettait son prestige en jeu pour dire que le roi était nu. Et cette dénonciation a eu un profond retentissement, car il ne s'agissait pas d'une critique fondée sur l'idéologie, mais sur l'observation. C'était un cri lancé par quelqu'un qui en avait vu assez pour comprendre que le problème n'était pas seulement politique. Il était moral, éthique, humain. De Niro a exposé non seulement les erreurs de Trump, mais aussi le vide existentiel de son leadership. Et plus encore, il a montré que l'image qu'il défendait tant n'était plus convaincante. La fureur avec laquelle Trump a répondu à l'attaque n'a fait que confirmer le diagnostic. Un leader qui a besoin de détruire ceux qui le critiquent, qui réagit par des accès de colère publique au moindre signe de contrariété, n'est pas en contrôle. Il est en train de s'effondrer. Cet effondrement ne s'est pas limité au domaine agricole. Il a eu des répercussions concrètes dans tous les domaines de l'administration. La diplomatie américaine s'est transformée en un champ de bataille improvisé. D'anciens alliés ont commencé à se méfier des intentions des États-Unis. La parole donnée par Washington n'avait plus le même poids. Le retrait brutal d'accords internationaux, les menaces publiques à l'encontre de dirigeants étrangers, les insultes sur les réseaux sociaux, tout cela a érodé la crédibilité de décennies de relations diplomatiques construites à grand-peine. Et à l'intérieur du pays, le sentiment était celui d'un chaos constant. Les agences fédérales fonctionnaient sans orientation claire. Les affrontements entre l'exécutif et le judiciaire devenaient monnaie courante. Les attaques contre la presse acquéraient le statut de politique officielle.
Le gouvernement Trump semblait fonctionner comme une grande émission de télé-réalité, où chaque semaine apportait une nouvelle crise, un nouveau scandale, un nouvel ennemi. Mais le public a commencé à se lasser. La tension constante, l'absence de stabilité, le manque d'attention portée aux politiques publiques réelles ont lentement miné la confiance populaire. La gestion basée sur l'improvisation et la performance ne tenait plus ses promesses, et la frustration a commencé à déborder. C'est à ce moment-là que l'obsession de Trump pour la loyauté a atteint des niveaux encore plus extrêmes. Il a commencé à exiger une soumission totale de la part de ses alliés. Toute manifestation de doute ou de critique était considérée comme une trahison. Des ministres qui occupaient auparavant des postes prestigieux ont été humiliés publiquement. Des conseillers proches ont été accusés de conspiration. La Maison-Blanche est devenue un environnement toxique, où la peur remplaçait la compétence, et où la flatterie était plus valorisée que les compétences techniques. Et pourtant, Trump continuait d'avancer, alimentant la machine du culte de sa propre image. Les rassemblements se poursuivaient. Les discours enflammés faisaient la une des journaux. Les attaques contre les opposants devenaient de plus en plus agressives. Mais tout cela avait un coût, et ce coût a commencé à se manifester dans les rues, dans les sondages et dans les réactions de plus en plus négatives de la population. L'homme qui avait promis de restaurer la grandeur des États-Unis était désormais considéré comme le principal responsable de leur dégradation institutionnelle. C'est alors que la scène internationale a commencé à regarder le pays d'un autre œil. Alors que les États-Unis plongeaient dans une crise interne sans précédent, d'autres nations ont commencé à assumer un rôle de premier plan, qui était auparavant l'apanage de Washington. Le Canada, par exemple, a adopté une position ferme contre les décisions unilatérales prises par la présidence américaine. L'Europe a commencé à négocier des accords bilatéraux sans la médiation des États-Unis. Et même les pays historiquement dépendants de l'influence américaine ont commencé à se demander s'il valait encore la peine de suivre les directives d'un gouvernement aussi erratique. Le vide de leadership... You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing mob. A été la reconnaissance internationale du Brésil comme exemple de résistance démocratique. La même nation qui, pendant des années, a été la cible de blagues et de préjugés, a commencé à être louée pour sa position institutionnelle face à la tentative de coup d'État. Le contraste était évident. D'un côté, un pays qui tentait de se relever et de reconstruire ses institutions. De l'autre, une superpuissance otage de la vanité d'un homme qui refusait d'accepter les limites de la fonction qu'il occupait. Ce changement de perspective a eu un impact direct sur le discours que Trump tentait de maintenir. Le monde ne le considérait plus comme un leader fort. Il le voyait comme un problème. Et aux États-Unis, cette perception a commencé à se refléter dans les institutions. Le pouvoir judiciaire a commencé à agir avec plus de fermeté. Des enquêtes auparavant étouffées ont pris un nouvel élan. Des documents auparavant tenus secrets ont commencé à faire surface. Et les accusations, les unes après les autres, ont révélé un schéma d'abus de pouvoir, de manipulation de l'appareil public, de non-respect des lois et des normes démocratiques. Le mythe construit à partir de l'idée d'invincibilité commençait à s'effondrer. Et l'image de l'outsider courageux a été remplacée par celle d'un homme acculé, essayant de se défendre sur tous les fronts à la fois. Les actions désespérées, les attaques effrénées contre la presse, les mensonges éhontés dans les discours publics. Et tout cela montrait clairement que Trump ne se battait plus pour le pays. Il se battait pour lui-même, pour sa propre survie politique, pour le maintien d'une illusion qui ne trompait plus personne. Et c'est précisément cette fragilité que Robert De Niro a mise en évidence en une seule phrase. En qualifiant Trump de désastre national, il n'a pas lancé une insulte, il a lancé un miroir que de nombreux Américains refusaient déjà de regarder, mais qui, maintenant, après tout ce temps, était là, brisé et impossible à ignorer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous aussi, vous sentez que quelque chose doit changer, qu'il n'est plus possible de faire semblant que tout va bien.
Alors commentez ci-dessous, dites ce que vous voyez se passer, écrivez ceci dans les commentaires. Je vois tout cela se passer et je ne peux plus me taire. Vous pouvez copier cette phrase si vous le souhaitez. Elle peut être le premier pas pour faire entendre votre voix. Et peut-être qu'en lisant ce que vous avez écrit, d'autres personnes se rendront compte qu'elles ne sont pas seules. Parce que le changement commence quand on arrête de taire la douleur et qu'on commence à nommer ce qui fait mal. Et cet espace est là pour ça. La chute de Donald Trump ne s'est pas produite du jour au lendemain. Ce fut un long processus, construit brique par brique, discours par discours, mensonge par mensonge. Chaque exagération tolérée, chaque attaque normalisée, chaque scandale oublié a poussé les États-Unis un peu plus profondément dans cet abîme. Et maintenant, avec les masques tombés et les institutions blessées, le pays commence à voir les débris laissés par un leadership qui a confondu charisme et tyrannie, marketing et gouvernance, applaudissements et approbation réelle. Ce qui reste n'est pas seulement une figure politique discréditée, c'est une nation qui tente de se relever au milieu des décombres d'une époque marquée par la manipulation, la vanité incontrôlée et le culte du spectacle. L'obsession de Trump pour son image était si intense qu'elle a fini par engloutir tout ce qui l'entourait. Alliés, politiques, engagements, traités. Rien n'était plus important que de protéger le miroir dans lequel il voyait une version glorifiée de lui-même. Mais ce miroir s'est brisé, et les éclats révèlent désormais la réalité qu'il a tenté de cacher pendant si longtemps. Cette réalité est dure, mais nécessaire. Elle reflète un pays qui a laissé la démocratie se transformer en spectacle, qui a vu le débat remplacé par les cris, qui a vu la vérité étouffée par le bruit. Contrairement à ce qu'il avait promis, l'héritage de Trump ne restera pas dans les mémoires comme une période de grandeur retrouvée. Il restera dans les mémoires comme l'époque où la vérité a été bafouée, la justice menacée, et les citoyens utilisés comme figurants dans un scénario qui ne favorisait qu'un seul protagoniste. Et malgré tout cela, certains persistent à répéter ses discours, à défendre ses attitudes, à applaudir ses fanfaronnades, car l'effet du spectacle est hypnotique. Il anesthésie, il distrait. Il donne l'impression que la destruction est un signe de force, que le conflit est synonyme de courage, que la cruauté est une marque d'authenticité. Mais tout cela s'effondre lorsque le rideau tombe, lorsque la réalité envahit la scène. Et c'est ce qui se passe actuellement. La scène s'est effondrée, le public s'est réveillé et le personnage se retrouve seul face au jugement qu'il a tant tenté d'éviter. Les conséquences ne peuvent plus être contenues. Les procès s'accumulent. Les enquêtes s'approfondissent, les alliés désertent et l'opinion publique auparavant divisée commence à bouger. La confiance se transforme en méfiance, l'idolâtrie en honte. La société réalise lentement que tolérer les abus n'est pas de la neutralité, c'est de la complicité. Et que rester sur la touche face à la destruction institutionnelle, c'est la laisser se poursuivre. Trump, dans sa tentative d'immortaliser une version fictive de lui-même, a fini par créer une série de blessures qui mettront des années à cicatriser. Non seulement en politique, mais aussi dans l'âme du pays. La peur, la colère, le ressentiment qu'il a semé résonnent encore dans des communautés entières. Ils alimentent encore les divisions familiales, la méfiance sociale, les conflits idéologiques. Le trumpisme ne s'arrête pas avec Trump. Mais il commence à perdre de sa force lorsque le mythe est démystifié. Et c'est ce que fait cette vidéo. Elle démystifie. Elle met en lumière ce que beaucoup ont tenté de cacher. Elle expose ce qui a été dit dans les coulisses, ce qui a été planifié dans les sous-sols, ce qui a été construit avec des mensonges vendus comme des vérités. Et dans ce processus d'exposition, des noms comme Robert De Niro jouent un rôle fondamental. Car en utilisant sa visibilité pour affronter la supercherie, il redonne à l'art sa fonction essentielle, refléter la réalité, provoquer la prise de conscience, générer le mouvement. Son discours n'était pas une attaque vide de sens, c'était un acte de courage, une alerte, un appel.
Car lorsque même le silence commence à faire mal, c'est le signe qu'il est temps de parler. Et c'est ce qu'a fait De Niro, et c'est ce que beaucoup d'Américains commencent à faire. Il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit de dignité, de mémoire, d'avenir, de retrouver le sens des mots, des institutions, de la coexistence, de rompre avec la logique de la peur et de la manipulation, de se rappeler que la force d'une nation réside dans sa capacité à reconnaître ses erreurs, à corriger le cap, à recommencer. Et ce nouveau départ exige de regarder ce que Trump a représenté, non pas avec haine, mais avec lucidité. Pour que le pays ne laisse plus jamais le spectacle prendre le pas sur la vérité, c'est pourquoi cette vidéo existe. Pour servir de témoignage, de phare, de plaie ouverte qui doit être montrée jusqu'à ce qu'elle cicatrise correctement. Car faire semblant que rien ne s'est passé ne guérira pas. Minimiser les dégâts ne fait que prolonger la douleur. Et si vous ressentez cela, si vous portez en vous cette même angoisse, ce même malaise, alors vous savez de quoi je parle. Vous savez combien il est difficile de voir tout ce qui a été construit à la sueur de son front, être jeté aux orties à cause du culte de l'ego d'un seul homme. Vous savez à quel point il est frustrant d'essayer de discuter avec quelqu'un qui répète des phrases toutes faites, sans se rendre compte qu'il est manipulé. Vous savez à quel point il est douloureux de voir la démocratie démantelée, morceau par morceau, tandis qu'une partie de la population applaudit comme si elle assistait à un spectacle. Mais maintenant, le spectacle est terminé. Les lumières se sont éteintes, la scène s'est effondrée. Il ne reste plus qu'à faire face aux décombres et à décider, allons-nous reconstruire ou laisser le cynisme devenir la norme? La réponse commence ici, avec l'information, avec le courage, avec la vérité. Alors, si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il vous a fait réfléchir, méditer ou même vous révolter, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce n'est pas seulement une demande, c'est une invitation à faire partie de quelque chose de plus grand. Un espace où la vérité compte encore, où l'on écoute ceux qui en ont assez d'être ignorés, où votre voix a de la valeur. Ici, chaque commentaire est une étincelle. Vous n'êtes pas seul. Et nous continuerons à montrer, mot après mot, image après image, que derrière le mythe se cache une imposture, et derrière l'imposture, une vérité qui doit être dite, toujours.